à mon avis, la prochaine étape clé qui ne coûtera rien aux Américains et potentiellement à l'OTAN serait simplement d'exprimer l'opinion que l'expansion de l'OTAN, qui a englobé les États baltes, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, est terminée. Ce genre de déclaration pourrait permettre de relâcher la pression à ce stade. Et il convient de souligner qu'elle ne coûte rien à l'OTAN ni aux États-Unis. Si cela ne coûte rien, pourquoi n'est-ce pas le cas? Eh bien, vous savez, à un moment donné, la politique intérieure américaine et la politique interne de l'OTAN se sont immiscées ici. L'OTAN a poursuivi sa campagne d'expansion ces dernières années. Et au cœur de celle-ci, il y a la capacité de vendre des équipements militaires, de créer des bases avancées, d'établir des capacités de renseignement. Toutes ces choses ont un certain sens tactique. Mais dès que vous parlez de l'Ukraine, le sens stratégique d'une expansion de l'OTAN disparaît. L'insécurité augmente en Russie et aucune sécurité supplémentaire n'est apportée. Pour l'OTAN, il est important de se rappeler que la dernière fois que l'Ukraine a été envahie par des troupes étrangères, celle-ci était allemande et le résultat a été 7 millions de Russes morts, 700 villes brûlées et 10 millions de personnes sans abri. C'est des mémoires d'hommes. Aucun dirigeant russe ne peut tolérer la présence de troupes étrangères en Ukraine. Je crois que c'est une question existentielle pour M. Poutine et une pour laquelle, s'il y était contraint, il irait à la guerre. Chers citoyens russes, chers amis, aujourd'hui, il me semble nécessaire de revenir sur les événements tragiques qui se déroulent dans le Donbass et sur les questions clés liées à la sécurité de la Russie. Je vais commencer par ce que j'ai dit dans mon discours du 21 février de cette année. Je me réfère à ce qui nous préoccupe particulièrement, à savoir les menaces fondamentales que font peser sur notre pays de manière démesurée et arrogante, pas à pas, année après année, les hommes politiques occidentaux irresponsables. Il s'agit de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, du fait que ces infrastructures militaires s'approchent des frontières de la Russie. On sait très bien que depuis 30 ans, nous nous efforçons, avec persistance et patience, de parvenir à un accord avec les principaux pays de l'OTAN sur les principes de sécurité égale et indivisible en Europe. En réponse à nos propositions, ça n'a toujours été que soit des tromperies et des mensonges cyniques, ou des tentatives de pression et de chantage, alors que l'Alliance Atlantique, malgré toutes nos protestations et préoccupations, ne cesse de s'élargir. La machine de guerre est en marche. Et, je le répète, elle s'approche très près de nos frontières. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Pourquoi cette attitude arrogante consistant à parler dans l'optique de sa propre exclusivité, infaillibilité et permissivité? D'où vient cette attitude indifférente et dédaigneuse à l'égard de nos intérêts et de nos demandes absolument légitimes? La réponse est claire. Tout est clair et évident. L'Union soviétique s'est affaiblie à la fin des années 80, puis elle s'est effondrée. Tout ce qui s'est passé à l'époque est une bonne leçon pour nous aujourd'hui. Cela a mis en exergue que la paralysie du pouvoir et de la volonté est le premier pas vers la dégradation complète et l'oubli. Dès que nous avons perdu notre confiance en nous-mêmes, un certain temps, l'équilibre des pouvoirs dans le monde a été rompu. Cela a conduit à une situation où les traités et accords existants ne sont plus réellement en vigueur.
La persuasion et les demandes n'ont aucun effet. Tout ce qui ne convient pas aux détenteurs de l'hégémonie, aux grands de ce monde, est qualifié d'archaïque, obsolète et inutile. Et inversement, tout ce qui leur semble avantageux est présenté comme la vérité ultime, est imposé à tout prix, de manière insolente, par tous les moyens. Ceux qui ne sont pas d'accord finissent à genoux. Ce dont je parle maintenant ne concerne pas seulement la Russie, et nous ne sommes pas les seuls à être préoccupés par cela. Il s'agit de l'ensemble du système de relations internationales, et parfois même les alliés des États-Unis eux-mêmes. Après l'effondrement de l'URSS, le monde a été de fait remodelé et les normes établies du droit international, dont les principales, fondamentales, ont été adoptées à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ont largement consolidé ces résultats, ont commencé à gêner ceux qui se sont déclarés vainqueurs de la guerre froide. Bien sûr, dans la vie pratique, dans les relations internationales, dans les règles pour les organiser, il était nécessaire de prendre en compte les changements de la situation dans le monde et de l'équilibre même des forces. Mais cela aurait dû être fait de manière professionnelle, progressivement, avec patience, en prenant en compte et en respectant les intérêts de tous les pays, et en pleine conscience de leurs responsabilités. Or non, en raison de l'euphorie due à la supériorité absolue, d'une sorte de forme moderne d'absolutisme, et dans le contexte d'un faible niveau de culture générale et de fatuité de ceux qui ont préparé, pris et promu des décisions qui étaient rentables uniquement pour eux-mêmes, la situation a pris une tournure différente. Voici des exemples tout trouvés. Tout d'abord, sans aucune autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont mené une opération militaire sanglante contre Belgrade. Ils ont utilisé des avions, des missiles en plein cœur de l'Europe. Plusieurs semaines de bombardements continus sur des villes pacifiques, sur des infrastructures vitales. Il est nécessaire de rappeler ces faits, car certains collègues occidentaux n'aiment pas se souvenir de ces événements. Et quand nous en parlons, ils préfèrent faire référence non pas aux normes du droit international, mais aux circonstances qu'ils interprètent comme ils l'estiment nécessaires.